Trader TV continue à faire son tour de France et de Navarre des traders qui sont nombreux dans notre pays. On leur donne la parole chaque semaine ou presque. On a le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Noël Clément. Bonjour Noël. Bonjour Thomas. Alors, vous allez nous raconter votre parcours. Vous avez commencé à vous intéresser au trading à l'époque de la bulle en 1999 précisément. C'est bien ça? C'est exactement ça, oui. À l'époque, forcément, on en parlait beaucoup moins. Et c'est vrai que la bulle a aidé à beaucoup découvrir la bourse, on peut dire, par beaucoup de millions de Français. Alors, en effet, beaucoup de millions de Français se sont intéressés à la bourse à cette époque de la bulle Internet dans les années 2000. Mais contrairement à vous, beaucoup ont été dégoûtés. Qu'est-ce qui vous a fait persévérer? Ce qui m'a fait persévérer, c'est que je suis arrivé à la conclusion que si à un moment donné, on était capable de faire un pas en avant, et que même si à un moment donné, on venait à tomber, on pouvait se relever. En fait, c'est ce qui m'est exactement arrivé, hein. À beaucoup d'autres, ça arrive aussi, sauf qu'ils ne se sont pas remis debout. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été cassées, broyées par on va dire, l'explosion de la bulle Internet. Et moi, je me suis dit qu'il devait y avoir d'autres moyens pour pallier ce genre de problème. Voilà, c'est la curiosité qui m'a fait rester. Alors justement, ce qui nous intéresse, c'est quels sont ces moyens, comment est-ce que vous avez fait pour progresser, apprendre, vous relever? Déjà, peut-être mon caractère qui fait que je ne lâche jamais, que je n'abandonne jamais, même si à un moment donné, il y a beaucoup plus de raisons d'abandonner que de se relever. Bon, particulièrement, je suis peut-être mauvais perdant. Bon, disons qu'on va dire que Mais est-ce que vous avez mis en place des règles, des outils? Enfin, on sait que chaque trader a sa discipline, en tout cas ceux qui durent. Quelle est la vôtre? disons qu'il y a eu beaucoup d'étapes. J'ai envie de dire que c'est toute une évolution, hein, qui ne se fait pas du jour au lendemain. Les vraies règles que j'ai pu établir, mettre en place, pour celles qui sont les plus performantes, sont très récentes. Pour ce qui concerne les règles sur la genèse, hein, il y a une quinzaine d'années, eh bien, c'était essentiellement sur ma formation. Je pense que la meilleure des protections que l'on peut avoir, c'est de se former, d'apprendre, de savoir comment fonctionne le marché. Mm. Et là, vous avez été sur les bancs de l'université pour apprendre la finance finalement? Alors sur le tard. En fait, si vous voulez, les bancs d'université m'ont permis d'acquérir la partie fondamentale, puisque toute la partie qui précédait ma formation était plutôt autodidacte. Mm. Donc j'ai appris, alors pour pas les nommer, hein, enfin pour pas les nommer, il y a des personnes qui sont peut-être peu connues comme Michel Grolmun, qui était une personne avec qui j'ai pu prendre contact au départ. Il y avait aussi Alain Westrock que j'ai pu revoir récemment, Jean-Louis Cussac qui est très connu aujourd'hui. Mm. Donc voilà, ce sont toutes des personnes qui sont pour moi des icônes, et surtout pour la dernière que je viens de nommer, qui sont des personnes vraiment très très fiables et sur lesquelles je prends exemple. Voilà. Vous, votre approche du trading est donc aussi fondamentale, c'est-à-dire avec l'analyse des bilans, des comptes de résultats, des chiffres de l'économie, parce qu'on a beaucoup de traders qui sont plus du côté chartiste. Voilà. Alors ce que je viens de vous citer par rapport aux personnes que je viens de nommer, ce sont des personnes qui sont plus axées sur la partie technique et chartiste. Vous venez de le dire. Donc ma formation initiale, c'est plus de ce côté-là. Là, la partie fondamentale, ça va être l'analyse des comptes de résultats d'une société avec tous les ratios qui existent, hein, dette sur BE, etc. Ce sont des parties qui me manquaient. Aujourd'hui, grâce à cette formation que j'ai pu avoir à l'université, ça m'a permis de fusionner les deux. Mm. Ce qui est assez rare, faut que je reconnaisse quand même, puisque d'ailleurs, dans mon mémoire, j'avais mis que les frères ennemis, c'était les analystes techniques et les analystes fondamentalistes, Et oui, qui sont généralement très opposés. exactement. Et donc c'est un peu cerveau droit, cerveau gauche. Et du Oui, coup, comment est-ce qu'on arrive à réconcilier les deux sans être schizophrène? ah, ça c'est un terme génial. La schizophrénie, je l'utilise très souvent. Alors c'est une maladie, j'espère ne pas être malade. Non, en fait, si vous voulez, c'est une maladie, on va dire, plutôt volontariste. C'est vrai qu'on est schizophrène. D'ailleurs, un trader est schizophrène, puisqu'il va généralement pouvoir trader le marché à la fois à la hausse comme à la baisse. Il gagne de l'argent à la fois à la hausse comme à la baisse. C'est vrai que quand on est long only, comme la plupart des fonds, ils ne font pas du long short. Et donc, généralement, ils sont plutôt orientés à la hausse. La schizophrénie, elle est généralement en rapport avec cela, mais également aussi avec le fait que quand on analyse, comme vous le disiez tout à l'heure, entre l'analyse fondamentale et l'analyse chartiste,
Ce sont deux choses différentes et c'est vrai qu'il faut pouvoir être capable de switcher entre l'un et l'autre. Oui, parce que du coup, vous avez deux signaux qui peuvent être... Bon, alors quand ils vont dans le même sens, c'est parfait, j'imagine, mais c'est quand ils sont en opposition, quand ils sont contradictoires, est-ce qu'on privilégie le chartisme ou le fondamental? Les deux, les deux, mon capitaine. En fait, si vous voulez, il y a déjà plusieurs approches. Généralement, quand on approche un marché, on l'approche sur du long terme. Ensuite, on décline donc sur du moyen terme et du court terme. L'analyse fondamentale, lorsqu'on va faire une descente de compte de résultats, on va analyser le passé. Et le passé, qui généralement, donc c'est sur un bilan, c'est sur un an. Donc ça va être du moyen long terme. L'analyse technique et chartiste, elle va permettre donc de faire des entrées stratégiques sur du court terme. Donc les deux ne sont pas du tout incompatibles. Tout dépend en fin de compte après donc du profil risqueur du client, puisque on peut parler donc de cela, puisque Mhm. si on est en rapport avec des sociétés, donc il y a forcément donc une relation donc fournisseur-client. Eh bien, quand on donne un conseil, et moi je n'en donne pas encore jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, puisque je ne suis pas CIF, c'est-à-dire conseiller d'investissement financier. Maintenant, quand on donne un conseil ou si on donne un avis, il vaut mieux donc le donner donc sur deux plans, à savoir donc quel est donc comment dire, dans quel environnement on est et sur quel instant de temps, sur quelle unité de temps on veut intervenir. Et euh, comment ça se passe pour vous maintenant d'un point de vue trading? Ça reste un hobby? C'est devenu votre activité principale? Activité principale, j'aimerais qu'elle le devienne encore plus. Hobby, on a dépassé, je pense, ce stade. Activité principale, pour ne rien vous cacher, je suis effectivement en recherche tous azimuts donc sur des personnes ou des sociétés qui voudraient donc avoir un partenariat avec moi. Donc là aujourd'hui, donc c'est clairement donc une activité que j'aimerais donc qu'elle devienne donc le plus, on va dire, présent possible. Et ça veut dire quoi concrètement pour vous? C'est-à-dire que vous arrivez à vivre de votre aide? Est-ce que vous arrivez à générer des revenus quand même pour bah, vous payer un revenu? Alors ça, donc, c'est vrai que c'est une question qui est toujours récurrente, c'est toujours la question à savoir, est-ce qu'on peut Est-ce vivre de qu'on ses peut en revenus? vivre? Je pense qu'on peut en vivre. Personnellement, donc, ce que j'ai pu donc vivre récemment, donc, c'est d'avoir donc eu des résultats donc sur, on va dire, du long terme. Là récemment, donc, forcément, à partir du moment où j'ai pu gagner donc ce concours, j'ai dû retirer de l'argent parce que forcément, donc, il y avait donc des choses. C'était vraiment une manne qui était intéressante, qui m'a permis aussi donc de rembourser des dettes, puisqu'il faut toujours payer ses dettes, c'est quand même important. Mhm. Et, et donc aujourd'hui, donc cet argent-là, donc ça m'a permis donc d'ouvrir plusieurs comptes, mais de petits comptes. Euh, je ne sais pas si on peut les nommer. Après, bon, vous me direz sur Oui, certains oui, brokers. on peut tout nommer. Bon, parfait. Donc j'ai pu ouvrir donc un compte, notamment, on va nommer celui-ci seulement chez FXCM, qui me permet donc aujourd'hui donc de faire une expérience qui est assez inédite en France, puisque c'est de faire du trading en live sur un compte réel. Bon, ça n'existe pas généralement. On va peut-être passer sur les raisons sur lesquelles les personnes ne veulent pas donc prendre des risques en direct. Toujours est-il que pour moi, donc, j'irais la vie, la vraie vie, c'est tout simplement de vivre. Et donc, forcément, quand on a une activité, eh bien, c'est d'en vivre en direct. Pour ce qui concerne donc le fait de gagner de l'argent, oui, j'ai pu le faire. Aujourd'hui, donc, il me faut encore donc pouvoir sécuriser certains systèmes Mhm. qui permettraient donc d'avoir donc un taux de réussite supérieur à 80%. Aujourd'hui, je dois être aux alentours de 60%, 60-70%, ce qui est insuffisant. Voilà. Bon. Je rappelle hein, pour ceux qui nous regardent que en effet c'est aussi le concept de Trader TV de montrer des traders qui acceptent de trader en live et de partager justement dans la vraie vie et pas juste derrière un anonymat confortable bah, leur performance. Euh, donc on a vu que voilà c'était une stratégie aussi peut-être d'ouvrir plusieurs comptes. En fait vous compartimentez votre activité de trader. C'est aussi une approche pour pas finalement tout gérer sur un même portefeuille. Oui, c'est vrai. En fait, si vous voulez, pour être très clair, bon, je ne l'ai jamais verbalisé à quelqu'un, en tout cas, vous êtes peut-être le premier, même dans mon entourage, je n'ai jamais verbalisé comme cela. Pour que je puisse être performant dans mon trading, il me faut une situation de compétition. Être en compétition contre moi-même est assez peu efficient. Et donc, je me suis rendu compte qu'après avoir gagné donc, les talents du trading, donc, ma performance donc, s'est amoindrie. Et donc, le fait de me remettre en risque, c'est pour moi, donc, paradoxalement, le fait d'être en risque me permet d'être plus performant. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce principe, On mais essaye, pour, si, si.
Oui, je sais pas, hein. Mais en fait, parce qu'un trader, il est en compétition par définition avec le reste du monde, parce que le marché, c'est une compétition permanente. Mais ce que vous dites, c'est que vous aviez besoin d'avoir des compétiteurs incarnés. Vous faites référence à ce concours, les talents du trading, qui est organisé par BFM Business. Euh, c'est ça, en fait, vous aviez besoin d'avoir, comme dans une compétition d'athlétisme, par exemple, des gens dans les couloirs d'à côté. Oui, en fait, non. Comment dire? Vous dites en compétition avec le monde, oui, mais en définitive, le premier opposant, le premier ennemi, en quelque sorte, c'est soi-même. Il faut pouvoir gérer justement, donc, on revient donc à la schizophrénie, entre, on va dire, le bon côté, le bon petit ange et le bon petit diable. On arrive toujours, je dirais, dans cet équilibre-là, donc, entre switcher entre l'un et l'autre. Bien sûr, il faut éviter donc d'aller donc trop vers, je dirais, le côté diablotin. Et alors, qu'est-ce que ça apporte d'avoir des compétiteurs comme dans un concours, comme les talents du trading? Eh bien, justement, de faire des choix qui vont être moins, parfois, entre guillemets, suicidaires. C'est-à-dire que quand on va faire des paris, ce ne sont pas des paris par rapport à une analyse factuelle. Très souvent, donc, quand on est seul avec soi-même, on a plutôt tendance à dire j'espère. Et quand on rentre en mode espoir, comme le disait Julien de Menzal, c'est mort. Quand on est donc sur du factuel et justement dans le cadre d'un concours, on est obligé donc de faire des analyses vraiment basées sur du concret. Et c'est là où justement on est obligé donc de choisir les solutions les plus viables et les plus efficaces et les plus efficientes. D'être plus pragmatique, en fait, peut-être, plus réaliste. C'est exactement donc le bon terme, ouais. Vous pouvez nous reparler de ce concours, de cette expérience? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Comment est-ce que ça se passe? C'est un concours que j'ai abordé d'une façon assez simple, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, step by step. Donc, je n'ai à aucun moment donné voulu donc imaginer donc que j'allais me retrouver en finale. Pour moi, donc, il fallait ne pas être le dernier. À chaque semaine, il ne fallait pas être le dernier. C'est vrai que de fil en aiguille, donc en arrivant à faire cela, à un moment donné, on se retrouve à 3 et à un moment donné, donc on se retrouve à 2. C'est vrai. Mais si on garde ça comme objectif, en définitive, on ne se met pas la barre trop haute. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a permis donc d'arriver donc là où je suis arrivé. Vous avez fait Voilà. combien de performances 45% sur sur, 9 semaines. sur 9 semaines? Et depuis, vous nous dites, hein, c'est plus compliqué de garder ce rythme. Oui, bah, disons que ce rythme-là, je l'ai obtenu donc en faisant même, j'arrivais donc en début d'année donc à atteindre les 100% au bout de quelques semaines. Le problème est, c'est que bon, bien sûr donc, on va dire peut-être que c'est la chance qui m'a permis aussi donc de shorter le marché puisque je l'avais analysé dans ce sens. Par la suite donc, le marché on va dire est rentré en résonance. Et c'est vrai que à ce moment-là, donc, j'ai perdu donc la lucidité. C'est pour ça que immédiatement j'ai retiré donc de l'argent. Retiré environ 80% donc de mes gains donc qui étaient donc en position sur le compte Saxo Bank. Et c'est à ce moment-là donc que j'ai pu donc les redistribuer par ailleurs. Ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Mm. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, lorsque je prenais des positions, elles étaient uniques. Et quand une position n'est pas gagnante, forcément elle est perdante. Et là, à ce moment-là, donc en capital, même si on ne prend pas beaucoup de leviers, il commence donc, même un levier à 50 peut se retrouver avec un levier 100, puisque quand on est donc en levier, l'appel de marge fait que votre couverture donc s'amoindrit. Donc j'ai diminué donc mon levier donc en prenant des petits comptes. Quand vous dites le marché est entré en résonance, ça signifie quoi? C'est le terme physique, hein, c'est comme les ponts? Oui, c'est très très bon. Ça, ce terme physique fait qu'à un moment donné, une résonance, c'est quoi? C'est un peu aussi le même parallèle qu'un réacteur qui rentre en fusion. C'est un marché qui perd le contrôle. Ce contrôle, qui est d'ailleurs, cette perte de contrôle a été, à mon sens, hein, d'après moi, ça n'engage que moi, a été donc aggravé par le trading à haute fréquence et le trading algorithmique, qui aujourd'hui, à ma connaissance, n'est pas régulé. On sait que BAL 1, BAL 2, BAL 3 donc, régulent donc, les banques, Solvency 1 et 2, pareil, donc les assurances. Entre autres, il n'y a pas de régulation donc, Mm. du trading de fréquence. Donc c'est Donc, un marché un peu livré à lui-même et qui auto-réagit à ses propres mouvements, hein. C'est un peu ça l'idée de résonance. exactement, donc la haute fréquence dit qu'à un moment donné, on va tellement vite que l'humain donc n'a plus sa place. Et on s'en est rendu compte d'ailleurs. Très souvent, Jean-Luc Isaac en parle, Philippe Béchade aussi. Et d'autres personnes, faire aujourd'hui 2% à la baisse le matin et 2% à la hausse Mm. l'après-midi, quasiment monnaie courante. Je suis désolé, mais pour moi, ça n'est pas normal sur un marché donc coté, même si c'est un marché libre.
Comment est-ce que vous tradez quand vous participez à un concours comme ça qui dure sur plusieurs semaines? C'est du matin au soir, c'est non-stop, ça vous obsède ou vous vous forcez à aller vous promener, respirer, avoir des plages pour penser à autre chose? L'obsession, c'est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que oui, un peu comme un joueur d'échecs, d'ailleurs je joue aux échecs, mais je veux dire, on peut faire des parties à un moment donné donc sans forcément voir les cours. Et il m'est arrivé donc de ne pas avoir donc d'outils, simplement de regarder donc les cotations, donc ce qu'on appelle du tape trading, et bien de pouvoir donc reformuler un petit peu donc le mouvement. Donc c'est vrai que j'y pense quand j'entends donc un message à la radio, et même effectivement, oui, c'est presque une obsession, c'est vrai, on peut le dire. Et Mais quand, bon, après, j'essaie de changer mes idées, bon, au travers donc de mes amis, de ma famille, également donc des différents loisirs que l'on peut avoir, c'est important. et comment est-ce que vous vous nourrissez des marchés justement? Vous êtes un boulimique de sites internet, de presse, d'informations ou enfin, c'est quoi votre méthode? La méthode, la simple méthode, c'est la curiosité. C'est de toujours être curieux de tout et de aussi même de se faire surprendre par une information qui a priori donc est aux antipodes du sujet requis. C'est un peu l'effet papillon qui fait qu'à un moment donné, donc un battement d'aile donc sur un sujet qui est complètement donc aux antipodes peut avoir une influence. On Donc peut, en définitive, je m'intéresse effectivement à tout, mais pas qu'à la finance. Non. on peut prendre un exemple concret de cet effet papillon? Alors, cet effet papillon, alors là, c'est assez intéressant parce que trouver un exemple très concret. Allez, ça me rappelle donc le scénario que l'on m'avait donné sur l'entrée donc de l'Angleterre donc dans la zone euro, ce qui aujourd'hui donc est en train donc de se faire à l'inverse. Mais on va prendre cet exemple-là. L'effet papillon, eh bien, ça peut être peut-être le maire de Londres qui fait une déclaration sur Boris Johnson. effectivement donc voilà, M. Johnson, donc il fait donc un commentaire, par exemple, sur la sortie donc de l'Angleterre, et qui peut à un moment donné donc avoir donc une influence sur le GBP yen ou sur le GBP dollar ou GBP euro, donc sur la livre sterling, qui elle-même donc peut également avoir une influence derrière sur une politique intérieure et qui pourrait aussi donc avoir une influence sur l'économie directement de ses voisins proches. Voilà, ça c'est le genre de choses qui peut à un moment donné, simplement sur une déclaration qui peut être anodine, vraiment anodine, peut avoir donc un impact de fil en aiguille sur, eh bien, peut-être la chute du pétrole qui pourrait très bien subitement perdre 10 ou 15 dollars, qui pourrait faire chuter Chesapeake par exemple aux États-Unis, qui elle-même donc pourrait avoir donc des avoirs donc, dans des sociétés, donc des banques, et par un effet systémique faire s'écrouler un système. Voilà, ce genre d'information peut effectivement avoir des conséquences et qui peut être amplifié encore une fois par le trading à haute fréquence, par exemple. Mais la difficulté, c'est de se dire, voilà, on sait qu'il y a plein d'ailes de papillon. Est-ce qu'ils vont tous provoquer cet ouragan ou pas? C'est ça qui est difficile à trier hein, parmi tous ces papillons. C'est vrai. Maintenant, le marché, donc depuis toujours, il a toujours été en équilibre. À ma connaissance, l'équilibre, ça veut dire qu'on se trouve à 51-49 ou à 49-51. Et même dans les moments les plus dramatiques, on est toujours dans un équilibre fragile. Aujourd'hui, c'est clair que, on va dire, pour prendre une image, avant, donc, la balance faisait peut-être 1 mètre d'un bout à l'autre au niveau de cet équilibre. Aujourd'hui, la balance s'est allongée, elle fait 1 kilomètre. Ce qui fait que les éléments qui viennent donc impacter sur cette balance-là se sont multipliés d'une façon exponentielle. Ce qui rend encore plus difficile l'approche donc, des analystes et qui rend encore plus difficile donc, la vie. Quand vous allez arriver dans un congrès, il va y avoir donc 100 analystes qui vont donc donner un avis. Forcément, donc il y en a un qui a raison, mais la plupart du temps, les 100 ont tort. Et c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'aujourd'hui, donc, ce n'est pas le marché qui a changé en lui-même, c'est l'impact des éléments qui viennent donc influencer le marché qui ont évolué d'une façon exponentielle. Quelles sont les dernières actions que vous avez rentrées en portefeuille? Quelles sont vos convictions en ce moment, Noël? Les dernières actions, vous parlez des stocks, c'est-à-dire des entreprises, Oui. des actions, des éléments que j'ai mis en œuvre. Non, non, des stocks, des equity, enfin des entreprises, oui. D'accord, des entreprises. Euh, Aujourd'hui, très clairement, c'est vrai que ça m'intéresse. Hein. Je vais m'y remettre. D'ailleurs, j'avais fait donc avec l'Université de Lorraine, donc j'avais fait donc une analyse sur Forestia, qui avait d'ailleurs une note de broker qui avait été publiée, je crois, sur Bloomberg. Ça m'intéresse beaucoup, bien sûr. Le problème aujourd'hui, c'est que, encore une fois, une entreprise qui déçoit,
se retrouvent impactés d'une façon absolument ahurissante. Encore une fois, donc hier, il y a une entreprise, je crois que c'était dans la pharmaceutique, qui a perdu 45% en séance. Je ne sais plus quelle entreprise, hein, vous veuillez me pardonner. Mais enfin, c'est vraiment dingue. On voit aussi Valourec qui reprend 100% en quelques jours, mais qui en perd environ 80% en quelques mois. Enfin bon, d'ailleurs, les 100% qu'elle a repris donc, représentent donc, quelque part donc, simplement donc, le point où elle en était, donc mois de janvier. Et je veux dire, des entreprises aujourd'hui qui m'intéressent, toutes elles m'intéressent. Aujourd'hui, celle qui me semblerait donc la plus porteuse, très honnêtement, c'est quand même très compliqué. Zodiac aujourd'hui, c'est une entreprise qui est en perdition, presque, presque. Hier, c'était donc un fleuron. Qui aujourd'hui donc est un fleuron qui pourra devenir une entreprise en perdition demain? J'ai envie de dire toutes. Mais alors, lesquels vous jouez en ce moment? Est-ce que vous avez des préférences ou des aversions au contraire? Des aversions sur les entreprises actuellement, très honnêtement, j'aurais envie de dire que aujourd'hui donc les bancaires me font peur. Non pas peur dans le sens où voilà, je suis apeuré, non. On va dire que je serais plutôt plus inquiet donc, sur des bancaires, puisque même si BAL 3 leur impose donc d'avoir donc des soutiens comment dire, de solvabilité importants, fait qu'aujourd'hui donc elles se retrouvent vraiment entre le marteau et l'enclume. Les assureurs aussi. Hmm. Parce qu'on ne peut plus faire de performance, on ne peut plus générer, délivrer de la performance, on est obligé, et j'aurais envie de dire qu'elles sont tentées de prendre plus de risques. Même si Crédit Agricole aujourd'hui veut devenir l'entreprise, une banque sans risque. Je sais pas. En général, quand vous investissez, c'est pour quelle durée de temps, quelle période? Alors ça, c'est très amusant, ce genre de questions, puisque très souvent, quand on fait un trade, c'est un trade court terme, ou voire un trade intraday, quand il se passe mal, il se transforme en trade moyen terme et long terme. Ça vous fait rire, mais ça nous arrive à tous, hein, je pense. Euh, et on va dire que si je suis en tendance sur une entreprise, et si ça fonctionne bien, eh bien, je vais rester le temps que la tendance donc, me semble être juteuse. Un exemple, hein, dans le concours, j'avais pris Total Gabon, qui était donc à mon sens donc baissier, et je suis resté dessus quelques semaines. Ce n'est pas un trade que je voulais faire donc sur quelques jours. Par contre, donc j'ai fait un trade qui a duré dans quelques heures. Je sais plus, c'était Sealer, c'était à la hausse et Safran aussi. Ça dépend, très franchement, ça dépend du trade que vous faites. Vous pouvez faire de l'intraday pour simplement un petit mouvement très très bref, mais qui est complètement en dehors, mettons à la hausse, même dans un mouvement baissier. Franchement, ça dépend. Franchement, D'accord. ça dépend. Et encore une fois, si je reste coincé, ben, là, c'est là où le cas où justement où je vais avoir donc un ordre qui va rester sur une position un peu trop longtemps. Il faut rester de façon opportuniste, bien sûr. Merci beaucoup, Noël, hein, pour cette interview, hein, cette approche, votre approche du trading. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver bientôt sur Trader TV. Avec plaisir, Mer- Thomas. Merci beaucoup. Merci et à bientôt.